Michel Onfray, que vous inspirent ces phrases, ces mots de Samuel Paty, qui se savait menacé, qui avait un marteau dans son sac, vous me le disiez tout à l'heure, pour tenter de se défendre. Il n'a évidemment pas eu Vous vous rendez compte le choix. Un enseignant qui est obligé de mettre un marteau dans son sac à dos ou dans son cartable parce qu'il sait qu'il aura à se défendre un jour et qu'il se serait défendu à coups de marteau. C'est terrible la souffrance de cet homme. C'est terrible la solitude qui a été la sienne. Et alors, il faudrait faire le procès de tout le monde dans cette affaire, parce qu'il y a les profs qui sifflotent. Vous savez, quand on commence à dire à certains enseignants, on va débaptiser le lycée, on va lui donner le nom d'Arnaud Beltrame, et là, vous avez tous les profs qui disent « Ah non, on ne veut pas avoir d'ennui, on ne veut pas avoir de problème ». Vous avez le rectorat qui ne veut pas avoir de problème, vous avez la direction qui ne veut pas avoir de problème, vous avez les syndicats qui ne veulent pas avoir de problème, stigmatisation, vous détestez l'islam, ça n'a rien à voir, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de culpabilité collective. Et c'est ce pauvre homme qui perd la vie dans cette aventure. C'est une victime de l'islamisme, d'accord, mais aussi de la lâcheté de la République, du système en place, qui estime qu'il ne faut pas faire de vagues, il faut laisser faire. Ils savent très bien de toute façon que cette guerre civile à bas bruit, elle deviendrait une guerre civile violente si d'un seul coup, la République disait « nous allons imposer nos valeurs ». La guerre civile de qui contre qui ? La guerre civile de qui contre qui, Michel Onfray ? Des fameux sécessionnistes dont on a parlé à un moment donné, c'est-à-dire les gens qui estiment que les islamistes, s'il faut parler clairement, s'il faut utiliser ce mot-là, que la France n'a pas à continuer à être ce qu'elle est, c'est-à-dire colonialiste, c'est-à-dire agressive, c'est-à-dire insupportable, c'est-à-dire laïque, etc., etc. Je pense que cet homme a été sacrifié, pas seulement par celui qui l'a sacrifié, mais par l'État français qui, lui, a décidé de dire on ne fait pas de bruit, parce que si on commence à faire du bruit, on va avoir tous ces gens qui vont descendre chez nous, et là, ça va être absolument ingérable. Donc, effectivement, s'il n'y a pas une guerre civile la plus haut bruit, c'est juste parce qu'effectivement, il y a des lâchetés, qui s'associent. La lâcheté du rectorat, la lâcheté de l'éducation nationale, la lâcheté du ministre de l'éducation nationale, la lâcheté du ministre également de l'Intérieur, la lâcheté du président de la République. Moi, j'ai vu étonner les parents de Samuel Paty reçus par Emmanuel Macron, qui ont fait une grosse affaire de communication, ça s'embrasse, ça s'étreint, ça larmoie, etc. Enfin, j'ai dit, mais je ne sais pas, je ne vais pas parler à la place des parents, ni surtout penser à la place des parents. Mais je ne suis pas bien sûr que j'aurais accepté d'abord de me trouver dans un lieu pareil, et ensuite que j'aurais autant d'effusion et de sympathie pour un système qui a aussi tué cet homme. Si l'éducation nationale avait un peu d'honneur, un peu de respect de ses enseignants, elle permettrait à plein d'enseignants, pas seulement, hélas, Samuel Paty qui n'est plus là, mais plein d'enseignants qui vivent dans la terreur et qui ne veulent pas le dire. S'ils disent qu'ils vivent dans la terreur, on va dire qu'ils sont des fascistes, qu'ils sont des vichistes, qu'ils sont des soutiens du Front National, qu'ils sont des gens d'extrême droite. Tout le monde a peur. Et donc une espèce de terreur imposée par une espèce de minorité. Puis de temps en temps, on a un mort. Alors évidemment, plus jamais ça, vous n'aurez pas ma haine, marche blanche, les fleurs. Et puis on recommence jusqu'au prochain. Donc etc. vous dites, Michel Onfray, que finalement on voit monter les atteintes, là en l'occurrence c'était du terrorisme, mais à la laïcité, dans tous les établissements publics de l'éducation nationale, et qu'on ne fait rien. On compte, mais on ne fait rien. Oui, il y a des rapports qui sont faits. On ne peut pas aujourd'hui enseigner Darwin. Vous ne pouvez pas. Vous avez ce qu'on appelle des platistes. C'est-à-dire des gens qui pensent que la Terre est plate. Il y a des gens qui pensent ça aujourd'hui. Vous avez des photos de la Lune, on a vu des gens sur la Lune, pas du tout, la Terre est plate. Vous ne pouvez pas enseigner Darwin, vous ne pouvez pas enseigner la Shoah, vous ne pouvez pas enseigner le Coran. Si vous dites nous allons enseigner le Coran, nous allons vous raconter la vie du prophète. L'âge de ses épouses, ce qu'il a fait, ce qu'a été sa vie, comment il a combattu. On ne peut pas le dire. Vous dites, mais attendez, si on ne peut même pas enseigner vos propres textes, ce sont les hadiths du prophète, c'est exactement dans le Coran, on n'a pas le droit. Parce que, effectivement, c'est pas ce qu'il faut enseigner. Il ne faut pas enseigner la vérité. Il faut enseigner une idéologie, et un professeur comme lui, et grâce lui soit rendu, mais enseigner la vérité, enseigner la laïcité, interroger ses élèves à partir de caricatures, en disant je ne vais pas faire son cours, mais qu'est-ce qu'une caricature? Quand y a-t-il caricature? Quand est-on blessé? Il avait même dit ceux que ça pourrait gêner, tournez le regard, et puis on en reparlera après, vous pourrez, etc. Il fait son travail d'enseignant. Un homme a été tué parce qu'il faisait son travail d'enseignant dans l'esprit de Voltaire, je dirais. Voilà où on en est. Et pendant ce temps-là, le président de la République n'existe pas, le ministre de l'Éducation nationale n'existe pas, le ministre de l'Intérieur n'existe pas. Et d'une certaine manière, un certain nombre de syndicats et de partis politiques disent qu'il l'a quand même peut-être un peu cherché. Quel effet ça a sur la société française, sur les partis politiques, ce fait de ne pas dire la vérité, comme vous l'avez évoqué? Des gens qui savent qu'ils sont dans l'impunité la plus absolue, qu'ils peuvent continuer. Si de toute façon on ne bouge pas quand on décapite un enseignant, alors on ne va pas bouger quand on va insulter les femmes, qu'on va les mépriser, qu'on va lever la main sur elles, qu'on va leur mettre une gifle et que voilà.
qui peut le plus, peut le moins. Et on se dit, dans ces cas-là, il y a un tas de gamins qui, voyant ça à la télévision, se disent, mais alors, quand on va aller à l'école, on va terroriser les enseignants. Et puis, ils savent très bien qu'en terrorisant les enseignants, de toute façon, on n'aura rien du tout. Allez voir quoi, le CPE, le conseiller principal d'éducation, lui, il va convoquer le prof en disant, pourriez tenir mieux vos élèves plutôt que de les envoyer, etc. Les enseignants ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. La hiérarchie baisse la tête. Personne ne veut de vagues. Un proviseur, s'il veut de la promotion, il faut absolument qu'au rectorat, il n'y ait pas de fiche sur lui, qu'il n'y ait pas eu de problème dans son établissement. Et là, il va passer d'un petit collège à un plus gros collège, d'un collège à un lycée, puis d'un plus gros lycée, etc. Et ce sont des gens qui font carrière et qui ne veulent pas qu'il y ait de vagues. Et en même temps, ils se disent, s'il y a de temps en temps un professeur décapité, de temps en temps des coups de cutter, de temps en temps des menaces. J'ai vu à Caen, ma ville, un gamin qui est menacé d'une arme, une enseignante, il s'est passé quoi? Rien. Ça continue, alors probablement une enquête. On va découvrir que le jeune homme avait été troublé parce qu'il a perdu sa grand-mère 3 mois avant, je ne sais quoi. Enfin, on sait comment on dilue. Il y a une espèce d'acide pour dire, mettez-moi de l'acide sur le réel, il n'est pas question que le réel fasse la loi. Ce qui fait la loi aujourd'hui, c'est l'idéologie. Vous faites ce constat implacable avec Michaël Azoulay dans ce livre « Dieu, le philosophe et le rabbin ». Vous dites « Qui aurait pu penser que l'antisémitisme puisse aujourd'hui relever la tête, sous couvert de défendre de nouveaux damnés de la terre, une certaine gauche passée à l'ennemi réactive l'antique théorie du bouc émissaire et désigne les Juifs et Israël comme les causes de toute négativité. » Ce que l'on vient d'évoquer, c'est le pendant de ce que vous décrivez dans ce livre? Mais bien sûr. Il y a un nombre considérable de crimes antisémites en France, et puis on trouve toujours des excuses ou des explications. Madame Halimi, etc. Enfin, Iliane Halimi, même avant. Et à chaque fois, on dit, est-ce qu'il était vraiment en pleine possession de ses moyens? Il avait quand même fumé du hashish, et beaucoup de hashish. Donc, sous-entendu, on peut être antisémite quand on a fumé du hashish. Il n'y a pas de problème. Non. C'est inacceptable. Donc il y a effectivement des gens qui, sous couvert de lutter pour le peuple palestinien, estiment qu'Israël est la cause de tous les maux, mais pas seulement Israël, les Juifs. Les Juifs assimilés au capital, à l'Amérique, aux États-Unis, etc., et qui estiment que tous ces gens-là sont partout, etc. On le connaît, ce discours. Il existe aujourd'hui, et il existe à l'extrême gauche. S'il y a eu des négationnistes et des révisionnistes, on les retrouvait du côté des anciens trotskistes. Des gens comme Forisson, tous les négationnistes ont commencé leur carrière à gauche. Il y a un moment donné où il y a quand même quelque chose de suspect dans cet antisémitisme qui remonte à loin. Vraiment, il y a eu l'antisémitisme chrétien, c'était le peuple déicide qui avait tué Dieu, et puis après il y a eu l'antisémitisme de Voltaire, par anticléricalisme, c'était le judéo-christianisme, puis après au 19e, il y a eu cette idée que les juifs c'est l'argent, et que quand on est de gauche, il faut être opposé aux juifs. C'était le cas de Proudhon, c'était le cas de Marx, c'était le cas de pratiquement tous les socialistes français du 19e siècle. Et aujourd'hui, on a trouvé une autre façon pour être antisémite. Il suffit juste de dire la politique d'Israël n'est pas défendable parce qu'Israël, d'un point de vue essentiel, est un pays qui colonise et qui ne devrait pas exister. Donc l'antisionisme aujourd'hui est la forme prise par l'antisémitisme, ça me paraît évident. Donc évidemment, une partie de la France insoumise, une partie de la NUPES, les franges les plus à gauche du Parti socialiste sont des gens qui sont sur ce terrain-là. Ils disent que l'islamo-gauchisme n'existe pas, évidemment, c'est facile, ça s'appelle du négationnisme. Et c'est les mêmes qui nous disent que Robespierre était gentil et n'a tué personne et était opposé à la peine de mort. On entend ce genre de choses. Donc je pense simplement qu'il y a un moment donné où il faut dire le réel si on veut pouvoir agir sur le réel. Tant qu'on ne dira pas le réel, on ne pourra pas agir sur lui. On en revient toujours à ce même thème depuis le début de l'émission, Michel Onfray. Vous dites au fond que tout cela, c'est une des raisons de l'assignation identitaire qui gagne dans notre pays et qui gagne dans le monde entier peut-être même. C'est plutôt que ça part des États-Unis et que les États-Unis nous offrent ça comme un cadeau empoisonné et qu'il y a eu un moment donné, on le sait, Mitterrand a renoncé à la gauche en 83 et il a dit le programme de Giscard est formidable. Il l'a pas dit, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et d'un seul coup, on lui disait mais alors, qu'est-ce qui vous distingue vraiment de la droite? Et là, il a fallu trouver du sociétal pour dire nous, on n'est pas pareil. La droite, elle est contre l'avortement, contre la contraception, elle est contre le mariage homosexuel. Nous, on est pour. Vous avez vu la ligne de partage. Et d'un seul coup, on nous fabrique comme ça une ligne de partage. La gauche aurait pu se réinventer. Elle aurait pu dire, mais on a une tradition socialiste qui est extrêmement intéressante, pas seulement Jaurès, mais des Hallman, enfin plein d'autres qui sont des gens très intéressants, même le socialisme libertaire, et repenser une gauche, celle qui m'intéresse moi aujourd'hui. Et on lui a dit, mais non, pas du tout, il y a une idéologie clé en main, c'est celle des États-Unis, de la côte ouest aux États-Unis, c'est le wokisme. Donc on va se faire un petit peuple de substitution et avec les homosexuels, avec les trans, avec les gens de couleur, avec etc., on va fabriquer une espèce de peuple de substitution. Laissez le petit peuple, les gens simples, les gens modestes, ils sont chez Le Pen, n'essayez pas de les récupérer.
Et à partir de ce moment-là, l'idéologie clé en main a été donnée à la gauche, qui effectivement reprend les thèses qui sont les thèses de l'Amérique de l'Ouest. Justement, on évoque les États-Unis, Michel Onfray. La candidature annoncée de Donald Trump, elle dit quoi pour vous? Et de l'État des États-Unis, avec un Joe Biden qui lui aussi annonce vouloir se représenter, et finalement aussi de notre État à nous, puisqu'on est tellement dépendants, interdépendants. Elle dit que Marx a raison quand il fait l'analyse du capitalisme en disant qu'il paupérise. Paupériser, ça veut dire créer un maximum de pauvres, de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, et de faire de telle sorte qu'il y ait de moins en moins de riches, et de faire de telle sorte que ces riches soient de plus en plus riches. Quand vous avez ça dans un pays, il est normal que vous ayez des individus qu'on présente comme des démagogues, comme des populistes, mais qui disent juste, fût-ce des milliardaires. Trump est un milliardaire, c'est paradoxal, mais il arrive et il dit, mais non, c'est pas acceptable. Vous avez deux Amériques. Et on parlait tout à l'heure de la côte ouest. Alors, c'est plus la côte Est, c'est plus New York, c'est la côte Ouest, c'est aujourd'hui Los Angeles et San Francisco, par exemple, mais vous avez aussi le Texas. Vous avez aussi des États très profonds où vous avez des gens simples et modestes qui, eux, disent, mais à New York, ils ne pensent pas à nous. Enfin, ça marche pas, New York, on ne se sent pas new-yorkais, pas du tout. Exactement la même chose quand vous regardez le pouvoir parisien et puis les gens qui vivent en campagne. Dans mon petit village natal, on voit ça de loin en disant mais on n'est pas représenté. Ça veut juste dire que la plupart du temps, les villes sont des lieux où effectivement on défend le cosmopolitisme, parce que c'est là que vous avez la plupart du temps tous les Rastignac. Et puis dans les campagnes, les gens qui disent mais vous êtes en train de nous manger la laine sur le dos et nous on est en souffrance. Donc on voit bien que dans les campagnes, on est plus souvent populiste, comme on dit, et on est plus souvent cosmopolite et universaliste, c'est-à-dire maastrichtien pour le coup dans les villes. Michel Onfray, vous aviez beaucoup étudié le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il peut renaître sous une autre forme? Est-ce que la colère sociale du peuple, pour le coup, peut s'exprimer, ou est-ce que les Français sont résignés? D'abord, les Gilets jaunes ont existé sur une longue durée, une assez longue durée, et il y a eu un moment vraiment Gilets jaunes, qui était vraiment le moment provincial, qui était vraiment le moment des ronds-points, que j'ai adoré, que j'ai aimé, que j'aime toujours. Des gens simples, des gens modestes, des gens qui se retrouvaient, qui refabriquaient une espèce de communauté heureuse. On buvait un coup de pastis, on mangeait des cacahuètes, on faisait griller de la viande, on refaisait le monde, et on s'apercevait qu'on n'était pas seul. Et puis on pouvait se dire qu'on était pauvre. Les gens qui sont pauvres, ils ne le disent pas. C'est honteux de dire qu'on est pauvre dans un monde où tout s'achète et où tout se vend. Et il y avait une espèce de fraternité qui se faisait là. Et puis d'un seul coup, les politiciens... Alors moi, j'ai vu la France insoumise disant que c'était des fascistes, les fachos, etc. Je me souviens de propos de Coquerel dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, avec beaucoup de mépris pour les Gilets jaunes. Puis ils se sont dit, ça marche, peut-être qu'on pourrait utiliser ça. Venez à Paris. Et à partir du moment où le mouvement a cessé d'être provincial et où il est devenu jacobin, parisien, il a été récupéré par les syndicalistes de profession. Et on a vu le PC, la CGT, Sud, la France Insoumise. Il y avait des camions, il y avait des banderoles, il y avait des mégaphones. Le jour où ils sont arrivés à Paris, c'était fini. D'accord. Et ils se sont fait avoir, ils ont cassé le mouvement. Et donc, ça peut renaître sous une autre forme ou pas? C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que ce qui a rendu possible les Gilets jaunes est toujours là. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a été récupéré, et puis après il y a les Black Blocs qui font tout à fait le jeu de Macron, qui font tout à fait le jeu de la France Insoumise. Donc tous ces gens-là fonctionnaient ensemble, et tout ça sur le dos des petits. Et c'est toujours eux qui payent, c'est toujours le peuple qui paye la facture. Et ce peuple-là, il est toujours malheureux. Et la facture n'a cessé d'augmenter, Noël va bientôt arriver, ils vont toujours avoir du mal à acheter des jouets pour leurs enfants, c'est-à-dire ce qui a rendu possible, souvenez-vous Jacqueline Moreau, et quand elle est intervenue dans sa voiture, elle a dit très précisément ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait entendre. Cette souffrance, elle est toujours là. Ce qui a rendu possible les Gilets jaunes, et qui a été évidemment détourné, est toujours présent. Donc effectivement, il y a de la poudre, n'importe quelle étincelle pourrait faire l'affaire. On ne sait pas du tout comment ça peut repartir, mais je pense qu'un peuple qu'on a privé de sa dignité est un peuple qui a besoin de temps en temps, pas seulement d'argent et d'essence, mais aussi de dignité. Et on ne lui en donne pas beaucoup ces temps-ci. J'aimerais qu'on termine, Michel Onfray, par le Qatar, la Coupe du Monde de football. Je ne sais pas si vous la regardez. On va partir dans un instant en direct rejoindre Jacques Vendroux. Les appels au boycott, vous les comprenez ou est-ce que c'est un peu tard pour vous? Là aussi, c'est des histoires de lune, de doigts, etc. C'est-à-dire que ce pays a quand même été choisi par qui? Il y a quand même eu un moment donné où on a dit il y a plein de pays, il y a plein de dossiers. Dans ces dossiers, on va en choisir un, etc. Pourquoi on ne parle pas du rôle de Zidane dans cette aventure? Pourquoi on ne parle pas du rôle de Platini dans cette aventure? Enfin, ce sont quand même des gens qui ont œuvré pour que le Qatar obtienne
cette possibilité d'organiser la Coupe du Monde. Alors je veux bien, là encore, on est en train de regarder le doigt et on dit ah là là, les chantiers, c'est pas bien, et puis ah là là, on n'a pas le droit d'être homosexuel, puis ah là là, on n'a pas le droit de boire de la bière aux alentours. Tout ça est formidable, mais ça se savait. On le sait bien que le Qatar n'est pas un pays laïque, n'est pas un pays gay-friendly, que ça c'est pas neuf quand même, hein, ça fonctionne comme ça l'islam, il faudrait s'en apercevoir un peu avant. Mais on ne dit pas que les gens qui ont rendu possible ces choses-là, et qui ont été payés parfois très cher, il y a eu beaucoup d'argent dans cette aventure, ces gens-là on ne leur demande pas de compte. C'est quand même assez bizarre. J'ai vu le patron de la Fédération mondiale du football, ou française, j'en sais rien, j'aime pas le football, mais qui disait ne touchez pas à tous ces gens. Moi, si vous voulez, attaquez-moi. Mais non, pas seulement lui. C'est trop facile de dire je veux bien jouer le bouc émissaire, alors qu'il y a tout un système derrière tout ça qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent et il y a des gens qui ont été payés en France, des Français, pour faire de telle sorte que ça ait lieu au Qatar. Alors, allons demander à ces gens-là, invitons-les sur les plateaux, et s'ils ne viennent pas, faisons le travail à leur place en expliquant qui a fait quoi pour que ces choses-là aient lieu comme elles ont lieu tout de suite. Allez, on va quand même s'intéresser aux Bleus, à notre équipe de France qui va jouer son premier match demain. Bonsoir Jacques Vendroux, vous êtes évidemment sur place pour Europe 1. Racontez-nous un petit peu l'ambiance pour les Bleus à la veille de ce premier match. Eh bien, il y a une excellente ambiance. Si vous voulez, les joueurs de l'équipe de France sont passés à autre chose après le forfait évidemment très spectaculaire de Benzema qui était prévisible. Voilà, Benzema n'est plus là, il est rentré à Madrid pour se soigner, il va partir en vacances et le Real Madrid a repris la main sur le cas Benzema. Maintenant, il s'agit de penser à l'équipe de France et certainement que l'homme le plus important du foot français demain soir sera Olivier Giroud qui va essayer de battre le record historique de Thierry Henry, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France de football. Les Français sont en train de s'entraîner au moment où on est en train d'évoquer ce match. Il y a eu une conférence de presse tout à l'heure de Didier Deschamps et d'Hugo Lloris. Tout le monde est confiant. Didier Deschamps est en train de réfléchir à l'équipe qui pourra jouer demain, mais enfin, a priori, il n'y a pas d'immense surprise. Donc, tout le monde pourra jouer. Il y aura une attaque de feu avec Mbappé, Griezmann, Dembélé et évidemment Olivier Giroud. Mais ce qui est important, c'est que j'ai trouvé, à l'occasion des derniers rendez-vous aujourd'hui de l'équipe de France, il y a beaucoup de sérénité et il y aura beaucoup de supporters, que ce soit des Qataris, que ce soit des expatriés, que ce soit même des étrangers qui vivent ici au Qatar, qui seront au stade demain pour encourager l'équipe de France de foot, parce que franchement, ici, elle est très populaire. Merci. Et pour terminer cette intervention, tout le monde aurait aimé hier soir qu'il y ait un match d'ouverture entre le pays organisateur, le Qatar, pourquoi pas, et l'équipe de France de football. Voilà les derniers bruits de cette Coupe du Monde. Nous sommes au 2e jour. Et puis aujourd'hui, on a assisté à un superbe match, une magnifique victoire de l'équipe d'Angleterre sur l'Iran sur le score de 6-2. Et dans quelques minutes va se terminer un autre match. C'est les Pays-Bas qui vont battre le Sénégal qui a fait un match exceptionnel. Merci, voilà, vous savez tout, cher Jacques Vendroux, vous nous avez tout raconté et c'est bien raconté. On vous retrouve sur Europe 1, bien entendu, pour suivre cette Coupe du Monde. Un dernier mot, Michel Onfray, vous êtes notre invité. Je crois que vous n'avez pas du tout aimé les petites mascottes des Jeux Olympiques de 2024 en forme de bonnet phrygien, made in China sur nous. C'est ça qui vous a... Moi, j'ai des amis qui m'ont dit que ça ressemblait à un clitoris. J'ai jamais vu un clitoris sur une table d'opération, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais le bonnet phrygien, oui, je suis pas sûr que ce soit forcément un bon symbole à réactiver. Enfin, si on sait ce qu'a été ce symbole dans la Révolution française. C'était le couvre-chef des gens qui fonctionnaient plutôt à la faux et qui décapitaient les gens dans la rue sous prétexte de réaliser la liberté, l'égalité et la fraternité. Je pense qu'il y a plusieurs révolutions françaises. La mienne est plutôt celle de Condorcet, c'est plutôt celle des Girondins. C'est pas celle des Jacobins, encore moins celle des sans-culottes. Et l'idée qu'on puisse célébrer des gens qui coupaient la tête en 1793 ou des clitoris, j'en sais rien, ça peut être aussi politiquement correct. Moi, il faudra que je demande à des amis anatomistes. Mais j'ai pas trouvé... De toute façon, je trouve toujours ces choses un peu débiles. Bon, mais il ne faut pas politiser le sport, comme disait Emmanuel Macron. Et le sport est politique, ça me paraît évident. Donc, quand il dit qu'il ne faut pas politiser le sport, il est en train de politiser. Il a juste pas envie d'avoir des ennuis, des problèmes, et dit mais laissez faire, etc. Mais non, tout étant politique, on le voit bien. On a dû payer très cher les gens qui ont choisi ces poupées débiles là. Fabriquées en Chine. Oui, en plus, formidable. Ça, c'est le bonbon. Merci beaucoup. Le bonbon étant le mot qui convient. Voilà, Michel Onfray d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle que vous avez publié ce livre Dieu, point d'interrogation, le philosophe et le rabbin avec Michael Azoulay aux éditions Bouquin. Et puis, alors, une rencontre à lire dans le hors-série événement de Front Populaire avec Michel Houellebecq. En un mot, c'était comment ?
On a fait un entretien qui a duré 6 heures, on a une quarantaine de pages, on a une quinzaine de gens qui interviennent dans ce numéro. C'est un numéro spécial hors série de Front Populaire et Michel Houellebecq n'est pas qu'un grand romancier, c'est aussi un grand penseur de la civilisation et c'est ce Michel Houellebecq que nous avons questionné. Et que nous allons découvrir. Merci beaucoup Michel Onfray d'être venu ce soir dans Punchline. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info sur CNews. Et c'est Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée sur nos 2 antennes.